Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode le 6 avril 2018. Je suis Denis Voituron et je suis accompagné de mes deux camarades habituels, à savoir Christophe Peugnier et Richard Clark. Bonjour Christophe, comment vas-tu ? Ça va bien Denis, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas eu d'épisode. Eh ben j'ai l'impression aussi, pourtant ça fait un mois tout pile. Et sauf qu'on avait enregistré le précédent un peu plus tôt, c'est peut-être ça aussi, mais j'ai la même impression que toi, je me dis il va falloir rattraper ça et se faire beaucoup plus d'épisodes pour que ce soit encore plus d'infos, plus agréable. Mais je suis même avis que toi. Mais j'ai cru entendre qu'il y a de quoi là. Ah oui, aujourd'hui il y a de quoi, on va en parler d'ici quelques secondes. Prochain, il y a plein de trucs. Ah oui, pour les prochains aussi, oui. Ben justement, un des prochains on espère, ça sera avec Richard qui va venir nous présenter un sujet très intéressant aussi, on verra. On l'invite du coup Richard. On l'invite mais il est déjà là, tu vois, donc... Salut Richard, ouais voilà, ça va bien ? Ça va bien, et vous ? Ça va. De quoi on pourra parler dans un des prochains épisodes, à ton avis ? Là, je suis à fond sur Blazor. Ouais, donc le WebAssembly. Et Wasm et Enco. Ça, c'est un des sujets, j'espère, en tout cas, tout ce qui est WebAssembly, et peut-être Blazor, on verra, mais on en reparlera dans un prochain épisode. Mais moi, personnellement, j'espère que ça va pouvoir se développer, que la mayonnaise va prendre, et qu'on va pouvoir vraiment développer dans ce genre de techno, parce que... Ouais, comme Silverlight, quoi. Ouais, mais c'est pas la même chose. On fera le débat la prochaine fois. On en parlera la prochaine fois, oui. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, pour nous accompagner, on vient de l'entendre, on a un invité qu'on a déjà rencontré d'ailleurs en mai 2016, donc il y a quand même déjà quelques mois maintenant, un petit temps. C'était dans les périodes numéro 18 de DevApps. Et cet invité, c'est Thomas Lebrun. Bonjour Thomas. Bonjour Denis, bonjour Christophe, bonjour Richard. Merci d'avoir accepté notre invitation en tout cas. Comment vas-tu ? Ça va, merci à vous m'avoir proposé ce podcast. On va en rediscuter, mais... Ouais, vas-y Christophe. Thomas, c'est quand même un invité qui est exceptionnel sur DevApps. Champion toute catégorie. En fait, avec ton épisode en mai 2016, ça fait un an, plus de 200 000 écoutes et vues sur YouTube. 20 000, 200. Bon, on n'est pas à zéro près, là. Il y a de la marge. 20 millions, vas-y. 20 millions, voilà. On va dire 20 millions, ça fait mieux. Voilà. Richard, t'as pas à rougir, hein, parce que toi, tu es le second sur le podium avec Angular. Donc, c'est deux technologies qui intéressent finalement beaucoup de monde. Ouais. Lors de ton premier passage, tu nous avais présenté un peu Xamarin, puis un peu toi. Tu es toujours architecte chez Infinity Square, a priori. Je fais effectivement de l'architecture, du développement. Voilà, un rôle un petit peu plus transverse, mais je continue effectivement à faire ces choses-là. Et toujours MVP ? Toujours MVP depuis 11 ans maintenant. 11 ans, dis donc. Bon, ouais. Tu battras pas notre Richard national. Non, et je lui laisse cette primeur, il restera toujours devant moi à ce niveau-là. Et non. En nombre de nominations, t'es devant. Oui, certes. T'es un blanc, Richard, mais toi, t'es l'ancien, toi, c'est ça. C'est le premier, je crois, de mémoire. Oui. C'est le numéro 1. Il a son numéro de MVP, c'est 1. Tiens, je suis allé faire un tour sur le blog de Xamarin depuis mai 2016, là où tu as fait le premier épisode. C'est pas loin de 387 articles que l'équipe de Xamarin a publié. J'imagine qu'il y a donc beaucoup de choses qui ont évolué depuis. J'ai réécouté l'épisode hier, donc ça me paraissait moi d'actualité. Enfin, on parlait toujours de Xamarin natif, Forms. Maintenant, tout ce que l'on peut, comme tu disais, tout ce qu'on pouvait faire en Objective-C, en Swift, en Java, l'idée c'était de le centraliser en C# et de targeter du coup en une fois les différents OS, iOS, Android et Windows. Mais une petite question, moi tout de suite me pose, 2 ans après, il reste plus que 2 OS, j'imagine. Parce qu'on va targeter 2 univers mobiles et un univers finalement qui reste plus il est plus trop mobile quoi. Mais ça tu pourras me répondre un peu plus tard. Et donc cette fois-ci tu vas nous parler de quoi ?
Je vous propose de faire un petit tour d'horizon et de ce qui se passe de neuf sur Xamarin Forms. Donc la dernière fois, effectivement, on s'était concentré sur Xamarin native, ce que c'est, comment ça fonctionne, ce genre de choses. Là, on va voir un petit peu la même chose, mais avec Xamarin Forms, qui essaye de prolonger la promesse de Xamarin, qui est j'écris une fois et j'ai N fois mon application. Le 30 mars dernier, Pardon? ils ont parlé de la version 3 qui est en pré-release. Tout à fait. Tu as suivi toutes ces actualités-là? Oui, j'ai suivi en fait ces actualités. Donc l'idée c'est Xamarin Forms c'est devenu un produit qui est devenu de plus en plus communautaire. Donc n'importe quel développeur va sur le GitHub et peut faire ses pull requests, ce genre de choses. Et du coup, il y a eu énormément en fait d'améliorations. Alors aussi bien sur des aspects qui étaient importants au départ et qui peinaient un petit peu, c'était la performance. Donc il y a eu énormément d'améliorations sur les performances. Des nouveaux contrôles qui sont apparus, ce genre de choses. Donc Xamarin Forms a une activité très enrichie depuis quelques temps. Certains trouvaient peut-être même un peu plus enrichi que Xamarin Native. Ils avaient l'impression que Xamarin Native était un peu oublié, chose qui n'est pas du tout le cas. Donc oui, il y a beaucoup de choses à venir dans Xamarin Forms 3.0 qui devraient arriver dans le mois ou enfin très prochainement. Ah ouais. Il n'y a pas de date officielle, toujours un peu pareil, hein, c'est Xamarin Microsoft maintenant c'est la même chose, donc une date ça reste toujours un peu flou. Mais oui, de grandes choses qui vont arriver et de quoi satisfaire je pense pas mal de monde. Bah, on va peut-être commencer par ça. On va peut-être d'abord couper les caméras, comme ça on aura une meilleure qualité au niveau du son. Et tu vas peut-être commencer par nous expliquer effectivement tout ça. Qu'est-ce que c'est Xamarin Forms, pourquoi, comment, d'où ça vient, où ça en est, quel est le futur. Beaucoup de choses à dire. Ça marche. Juste avant, on va peut-être faire un rapide rappel sur le principe de Xamarin native, donc de base. On le connaissait tous, hein, avant il y avait la fameuse approche en silo où chaque développeur était conditionné à son environnement de développement, son langage de développement. On n'avait pas vraiment de mutualisation en fait entre les différentes technos. Effectivement, si je faisais du Java, je pouvais pas forcément faire de l'iOS. En Java, c'était un petit peu compliqué. On t'entend toujours manger, Christophe, hein, donc bon appétit. Merci. Du coup, l'objectif de Xamarin, dans sa première version, a été de se dire, voilà, on va essayer un petit peu de centraliser tout ça, de faire en sorte que toute la logique d'une application soit partagée en C#. L'objectif était vraiment là, était de se dire, on va avoir une approche un petit peu unique. Toute la logique métier d'une application va être partagée, ça va être du code C#. Après, toute l'interface utilisateur sera en fait dans les différentes technos correspondant dans la plateforme pour iOS, Android et Windows. C'est ça, donc là on est obligé en gros de maîtriser aussi tous les aspects, les particularités des interfaces graphiques pour iOS, pour Android, donc c'est vraiment la couche métier, quoi. Et ça représente à peu près combien en général cette couche métier, ce partage de code? Au final, alors à titre personnel, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est là où tu as le plus de travail finalement, cette couche. C'est sur la couche graphique que tu as le plus de travail, parce que ta couche métier, une fois qu'elle est réalisée, accéder à une API web ou ce genre de choses, tu le fais une fois et ça fonctionne en fait. C'est ça. Par contre, sur la partie interface graphique, c'est là où tu vas avoir un petit peu plus, voire même beaucoup plus de travail, parce que tu vas quand même vouloir avoir des animations qui soient quand même sexy, et tu veux quand même que ton application elle soit jolie, elle soit agréable, fluide. Donc tu vas quand même travailler les animations, les transitions, les contrôles qui soient adaptés à la plateforme. Donc il y a quand même Xamarin Native était on va dire la première étape du développement d'applications cross-platform avec un code partagé, mais on avait quand même cette brique interface graphique qui pouvait, je vais pas dire poser des problèmes parce que c'est pas le cas, mais on pouvait se dire, au final, j'écris mon code métier, d'accord, mais je suis quand même obligé de redévelopper mon interface graphique à chaque fois, donc je vois pas forcément le vrai gros intérêt de la mutualisation de code. Ouais, ok.
C'est quand même un gros boulot, quoi. Enfin, un gros boulot. Peut-être pas en termes de quantité de code, mais en termes de temps passé, tu faisais quand même pas mal de boulot sur l'interface graphique. Exactement. Par rapport au code. Surtout que ça t'imposait de dire, de te dire, bah ok, je connais Windows, j'ai fait beaucoup de XAML, ce genre de choses. Tiens, je vais faire une application sur iOS. Ah oui, mais alors même si je le fais en C#, il faut quand même que j'apprenne le framework correspondant, comment gérer en fait l'interface graphique, pareil sur Android. Donc du coup, t'as quand même un petit ramp-up, une petite montée en progression à faire sur la partie, on va dire framework UI de chaque plateforme. Voilà, Ah, c'est ça, ok. c'était ça qui pouvait des fois rebuter un petit peu les développeurs, se dire voilà, pourquoi j'ai pas la même chose que dans d'autres technos. Je prends par exemple Cordova, où bah, j'écris une fois et effectivement je me pose pas de questions. Ma liste box elle est faite une fois et finalement elle est faite 3 fois quoi. Ouais, c'est ça. Sachant qu'on parle de Cordova, si je me trompe, Cordova c'est plus basé sur des technos JavaScript, HTML, donc on ne génère pas du code natif, quoi. Ici, on va vraiment générer ce code natif qui est propre à la plateforme, donc on va le compiler pour iOS ou le compiler pour Android, hein. Exact. Ouais, c'est ça, c'est l'autre point fort, c'est que autant effectivement on avait des interfaces graphiques par plateforme, par contre le binaire qu'on avait à la fin était vraiment propre à chaque plateforme, compilé pour la plateforme. Du coup, on a en fait des performances qui sont quasi équivalentes. Alors les puristes diront oui, mais il y a quand même quelques petites différences. C'est vrai, mais dans les faits, on a des performances qui sont quasi équivalentes à ce qu'on ferait si on développait directement en Objective-C ou en Java sur iOS ou Android en fait. Tu as dit quasiment équivalent, c'est pas équivalent. Moi, je m'imaginais qu'on avait quelque chose qui est, on va dire, même en termes de code compilé, on voyait pas la différence, quoi. Sur iOS, tu verras pas la différence en fait, parce que le binaire que tu as, effectivement, il est quand même compilé directement en ARM, donc sur iOS, tu verras pas la différence. Par contre, sur Android, mais tu peux être amené à voir la différence si tu t'amuses à faire des benchmarks qui sont très poussés sur les temps de démarrage de l'application, par exemple, le startup, ce genre de choses. Ah oui, ok. Mais d'une Oui, parce manière, qu'effectivement. Le chargement du framework, ce genre de choses. ouais, exactement, c'est ça. Donc, Ouais, oui. c'est ça. Alors après, on parle de millisecondes, hein. L'œil humain fera pas la différence. Mais si tu fais un benchmark avec des temps, oui, tu verras que tu vas peut-être prendre, je sais pas, 200 millisecondes en plus pour démarrer ton application sur Android si elle est faite en Xamarin. Voilà. Mais ça c'est pareil, c'est des choses que les équipes de Xamarin sont en train de travailler justement pour faire en sorte que ce soit en Xamarin Native ou Forms, hein, c'est pareil, pour faire en sorte que les performances soient le plus proche possible de ce qu'on pourrait avoir si on développait en natif. Ouais, ok. Donc ça c'était Xamarin Native, donc ça c'était plutôt intéressant, c'était on va dire le premier pas. Et effectivement côté interface utilisateur, donc dans la suite, je vais passer directement à celui-ci, on a eu Xamarin Forms. Donc Xamarin Forms, l'objectif c'était de se dire, on garde le principe de Xamarin Native, donc on partage la logique métier. Jusque-là, ça change pas. Par contre, on va essayer également de partager l'interface utilisateur. Donc pour ça, l'idée c'est, on va avoir un code de description d'interface utilisateur. Donc donc pour les développeurs Windows, c'est du XAML avec une terminologie parfois un peu propre à Xamarin, mais dans l'idée c'est du XAML, donc c'est du XML en fait. Donc je viens décrire mon interface utilisateur via du XML, et ensuite sur chaque plateforme, ce XML sera, on va dire, converti, terme un petit peu exagéré, mais c'est pour essayer de faire l'allusion, sera converti, interprété, ouais effectivement, vous pourriez dire interprété, dans le composant graphique correspondant à la plateforme. Donc si je viens écrire une balise bouton dans mon XML, et ben cette balise sera interprétée sur iOS comme un bouton ayant des bords arrondis par exemple, sur Android avec des bords carrés, etc. etc. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment de se dire j'arrive à mutualiser ma logique, ça on savait déjà le faire et c'était un premier pas. Maintenant j'arrive même à mutualiser mon interface graphique pour avoir la vraie promesse de j'écris une fois mon code métier et mon code interface et j'ai 3 applications, ou N applications, puisqu'on va même cibler d'autres plateformes maintenant, j'ai N applications sur différentes plateformes du marché.
Quand tu dis interpréter, c'est interprété à la compilation ou c'est interprété à l'exécution? Alors en fait c'est une option. C'est quelque chose qui est configurable. On peut avoir à la compilation, on peut demander à ce que l'ensemble des interfaces soient directement transcrites sur le système correspondant. Ou alors ça va être à l'exécution de l'application où on va avoir, donc là effectivement ça va avoir un petit impact au niveau des performances parce que c'est-à-dire que quand on va lancer l'application, il va charger tous les XML, enfin tous les XAML et il va en fait générer les pages, enfin les contrôles correspondants. Qu'est-ce qu'on aurait comme intérêt de pouvoir faire ça à l'exécution, je veux dire? À l'exécution, je le vois pas forcément puisque effectivement, ça a un petit coût en termes de performance. Maintenant, c'est le premier mécanisme qui avait été proposé par Xamarin. À l'époque, on n'avait pas encore la possibilité de le faire directement à la compilation, sachant qu'à la compilation, ça se fait en rajoutant un petit attribut sur nos classes. Donc, ce mécanisme n'existait pas. Donc, est-ce qu'il disparaîtra ou est-ce qu'il restera à terme? On ne peut pas le savoir. Par contre, effectivement, la majorité des gens vont plutôt avoir tendance à le faire à la compilation. Est-ce que ça donnerait un moyen de pouvoir charger dynamiquement, on va dire, du XAML et de générer des interfaces qui sont différentes en fonction des utilisateurs ou des cas? Et ça y est, il fait tout de suite le truc super compliqué. Alors, ça pourrait être une idée. Le seul problème, c'est que typiquement, sur iOS, tu pourrais pas le faire. Tu pourrais pas le faire parce que t'as pas le droit d'avoir de. Alors ça, il y a des choses qui vont changer, mais à l'heure actuelle, tu n'as pas le droit d'avoir de compilation dynamique sur iOS. Ok. Donc tu peux pas. Ce mécanisme n'est pas disponible. Dans le temps, on verra si les choses changent. Il y a des discussions et des projets à ce niveau-là, mais pour l'instant, c'est quelque chose qui est pas possible. Ok. Xamarin Forms, ça serait finalement. Initialement, ça serait le truc final de Xamarin, c'est-à-dire que le native existe parce que Xamarin Forms n'était pas encore assez poussé il y a 2 ans, il y a 3 ans. Maintenant, ne serait-il pas en quoi vers Xamarin veut aller? C'est une bonne question et alors pour le coup c'est une question qu'on me pose souvent. Je sais pas si je suis pas dans les équipes de Xamarin, donc je peux pas faire de plan sur ce qui s'y viendra par la suite ou autre. Une des certitudes, c'est que Xamarin Forms s'appuie sur Xamarin Native. Donc il n'aurait pas pu faire Xamarin Forms sans faire Xamarin Native. Donc ça c'est un point qui est important. Après, est-ce que ça va être le seul Xamarin qui restera dans l'avenir? À titre personnel, je ne pense pas, parce qu'il y a quand même il y a quand même des petites, je vais pas dire limitations, mais quand on fait du Xamarin Forms, on va avoir un ensemble de contrôles qui sont à notre disposition, ce genre de choses, mais si on veut faire de l'évolution, enfin de l'interface utilisateur extrêmement poussée, à ce moment-là, il va falloir passer par des mécanismes différents qui feront que c'est comme si on faisait du Xamarin native au final. Donc je ne pense pas que ça devienne en fait la techno de base. Enfin de base. La techno de référence quand on parle de Xamarin. C'est quelque chose qui est très pratique quand on a des applications de type de gestion, des listes, des formulaires, mais dès qu'on a des applications où il y a énormément d'animation, de transition, des petits effets graphiques, ce genre de choses, c'est pas forcément, donc typiquement des applications qui vont être plutôt orientées grand public, c'est pas forcément la technologie qu'on va vouloir mettre en avant. Par contre, des applications plutôt d'entreprise, une application de gestion, une application de formulaire, de comptabilité ou ce genre de choses, là effectivement. C'est chiant quoi. Ouais, tu peux le voir comme ça dépend, mais. Dis pas ça, c'est ce que je fais quasiment tous les jours. Mais ouais, pour les applications plutôt d'entreprise, c'est effectivement un des choix sur lequel il faut vraiment s'arrêter avant d'aller plus loin. Pareil, si on veut juste tester, ne serait-ce qu'en mode prototype, on veut tester quelque chose, on se dit bah tiens, je vais essayer de faire ça sur du multiplateforme. Bah, c'est vrai que tu te dis voilà, je fais une petite interface graphique, un bouton, une textbox et puis une liste en dessous. Bah voilà, je le fais directement en XAML, donc en ce fameux XAML.
boum, je le déploie sur les 3 plateformes et j'ai directement mon application qui est prête en mode prototype. Alors que si j'avais dû faire un prototype sur les 3 plateformes en Xamarin native, j'aurais dû redévelopper à chaque fois les 3 interfaces, etc. Donc ça aurait été un petit peu plus long. Donc pour tout ce qui est Ouais, c'est ça. application, on va dire B2B, vraiment entreprise, ça s'y prête très très bien. Pour tout ce qui est prototype aussi, pour le grand public, ça dépend tout simplement de l'application qu'on va avoir. Donc il y a quand même un choix ou une décision à devoir prendre, quoi. C'est pas tiens, Xamarin Forms c'est le futur et on part tout là-dessus. Il faut quand même y réfléchir au préalable pour voir quelle techno utiliser. Ok. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Du coup, euh, il y a quand même pas mal de choses qui évoluent, hein. Donc, on l'a dit au début, c'est que c'est un projet qui maintenant est devenu communautaire, hein. Donc, j'invite tous les développeurs qui sont intéressés par Xamarin et Xamarin Forms à pas hésiter à aller sur le GitHub, à faire des pull requests, à essayer d'enrichir en fait un petit peu cet écosystème. Et c'est quelque chose qui, je vais juste passer sur le slide. C'est quelque chose qui évolue énormément en fait. Donc au départ, hein, quand on regardait Xamarin Forms, il y avait 10 pages, enfin 10 pages et 10 contrôles. Voilà. Donc c'est vrai que c'était pas très pratique pour faire une application même de gestion. On avait une liste et des boutons et des textbox. Bon, c'était un petit peu simple. Maintenant, on en est à plus de 40 pages, hein, donc modèles de pages, des layouts, des contrôles différents, avec certains contrôles qui intègrent des fonctionnalités de base comme le pull to refresh, ce fameux fonctionnalité où quand je tire sur une liste, ça me permet de la rafraîchir automatiquement. Donc plus de 40 contrôles au sens large. On a du data binding en mode two-way, on a un système de navigation. On a un système d'animation, on a des API d'animation qui vont être là encore adaptés pour faire en sorte que si je fais une animation en Xamarin Forms, sur les plateformes correspondantes, donc iOS, Android ou Windows d'ailleurs, je vais avoir en fait l'API d'animation de la plateforme qui va être utilisée de manière sous-jacente en fait. Et cela de la manière la plus optimisée et la plus efficace possible. C'est ça, mais il faut toujours, parmi tous ces composants ou ces fonctionnalités de navigation et d'animation, c'est toujours le plus petit dénominateur commun qui est utilisé. J'avais ça en tête il y a quelque temps, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui est propre à, je veux dire, à iOS, tu ne sais pas le faire en Xamarin Forms. Euh, S'il y a quelque chose qui est propre à iOS, alors oui, en fait, tu as quand même besoin d'avoir une base qui soit commune. Donc imaginons si par exemple sur iOS, il n'y avait pas eu d'API pour gérer les animations, Mhm. on n'aurait pas forcément eu la possibilité en Xamarin Forms de gérer des animations directement en fait en Forms. Parce que Ouais, c'est ça. sur Android, il aurait été capable de le transposer sur l'API d'animation d'Android, mais sur iOS, il t'aurait dit bah non, je sais pas à quoi ça correspond en fait. Donc effectivement, tu as quand même besoin d'avoir une base qui soit commune, mais au final, cette base, tu l'as quoi qu'il arrive en fait. C'est les animations, les transitions, la navigation, les différents contrôles. Un bouton, tu en as sur toutes les plateformes par exemple. Ça, Ouais, c'est ça. Ouais. c'est pas un souci. Par contre, effectivement, un des soucis que tu pourrais avoir, c'est si demain Xamarin dit j'aimerais bien implémenter un service, donc un objet qui me permet de manipuler le NFC. C'est une fonctionnalité assez fréquente, hein. On en a tous maintenant sur Android ou sur Windows. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de NFC à l'heure actuelle sur iOS. Sur Windows? T'as dit sur Windows, hein. Tu t'es trompé. Faudra couper. Sur iOS et sur Android. Ouais, ouais, ok. Donc, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de NFC sur iOS. Donc ça veut dire que Ah bon? si demain, ouais, il n'y a pas de NFC sur iOS. T'as, Ah oui, c'est un truc ouvert, c'est vrai. c'est un truc propriétaire à eux. Tu peux faire du beacon, ce genre de choses, mais pas de NFC en tant que tel. Du coup, ça veut dire que si demain Xamarin dit, bah tiens, on va développer un service de NFC en Xamarin Forms, bah, il pourrait le proposer sur Android, ce serait une possibilité, mais du coup, il ne serait pas disponible sur iOS. Donc la question c'est, dans ce cas-là, vu que je veux quand même faire un service qui soit le plus cross-platform possible, vu que je cible qu'une seule des plateformes, est-ce que je le propose ou pas? Donc ça c'est le point. Mais du coup, effectivement, on a quand même besoin d'avoir des fonctionnalités qui existent sur une plateforme, il faut qu'elles existent
le strict minimum, et il faut au moins qu'elles existent sur l'autre plateforme pour essayer d'avoir quelque chose au-dessus qui centralise un peu tout ça et qui puisse être utilisé de manière uniforme. Ok. Est-ce que Et- ça répond à ton point? Ouais, tout à fait. Sur ça, oui. J'ai d'autres questions derrière, mais au niveau du XAML, tu vas peut-être y revenir par après. Mais donc, c'est du XML, XAML tel qu'on le retrouve au niveau de Windows Forms. Il y a, je ne sais pas pour quelle raison, mais est-ce que ça existe toujours, est-ce que ça va changer? Les balises qui sont utilisées ne sont pas nécessairement les mêmes que celles, en gros, qu'on avait l'habitude ou qu'on a l'habitude d'utiliser avec Windows. Exemple, je ne sais pas, moi, il y a le stack layout ou des choses comme ça. Voilà, c'est bêtement le nom qui change. Il y a une raison pour laquelle ce soit différent, parce que c'est le même composant, quoi, en gros. L'objectif, c'est de faire la même chose que ce soit en XAML, on va dire Xamarin Forms, et en XAML Windows. On va essayer de résumer Ouais. comme ça. L'objectif, c'est de faire la même chose, donc c'est d'avoir une description de l'interface. Et effectivement, le parti pris de Xamarin a été de dire, et c'était volontaire, on ne part pas en fait sur les mêmes noms de composants ou de propriétés dans Xamarin Forms que sur Windows. Donc ils l'ont toujours assumé. On va dire Bah, 4 À l'époque, c'est parce qu'à l'époque, c'était pas Microsoft. Donc, il n'y avait pas forcément une raison de le faire exactement. Mais maintenant, il n'y aurait pas eu moyen de mutualiser. C'est une question que je t'aurais posée. Pourquoi, en fait, 2 ans après le premier épisode, ça n'a toujours pas évolué pour avoir un XAML et un Xamarin identique. C'est-à-dire que même si je fais une application UWP, finalement, mon interface je peux faire un copier-coller dans Xamarin Forms. Et puis ça, on peut pas, en fait. À l'heure actuelle, tu peux pas. Effectivement, c'est un constat, on peut pas le faire parce que les noms sont pas les mêmes. Donc maintenant, il y a, alors vous en avez peut-être entendu parler, il y a une initiative qui s'appelle XAML Standard, dont l'objectif, effectivement, donc c'est pareil, c'est communautaire, hein. Il y a des gens de chez Microsoft derrière, mais le principe, c'est vraiment d'avoir un projet communautaire. Et l'idée, c'est de faire en sorte de trouver un moyen d'homogénéiser, on va dire, les différents XAML pour n'en avoir qu'un seul, qui soit celui utilisé par l'ensemble des plateformes qui utilisent du XAML. Donc c'est un projet qui existe et sur lequel n'importe qui peut contribuer, donner son avis. Donc il y a des gens qui donnent des comment on pourrait appeler ça, des suggestions, voilà, qui proposent des suggestions. Voilà, si je change tel nom de contrôle en Forms, l'impact que ça aurait sur Windows c'est ça, ou vice versa en fait. Et ça évolue vraiment, je veux dire. C'est toujours vivant ce truc-là parce que Ouais, voilà. sur le GitHub là, Ouais. il y a eu le jour de l'annonce pendant la build là. Pendant 3 semaines, il y a eu des trucs qui ont évolué et puis depuis c'est silence radio quoi. C'est une bonne question. Est-ce que c'est toujours vivant? Il y a toujours des discussions, donc je sais qu'il y a des discussions typiquement entre les MVP qui en parlent. Ça c'est un fait. De manière publique, finalement, on a le sentiment que c'est plus trop vivant. Voilà, de manière un petit peu plus, je vais pas dire cachée, mais extérieure, il y a des discussions effectivement entre les MVP, entre Microsoft, les MVP et Xamarin pour essayer de faire avancer les choses. Est-ce que ça donnera quelque chose ou pas? Vu que on n'est pas dans le secret des dieux, on peut pas le garantir. Maintenant, l'initiative et le projet sont, pour moi, je considère que c'est une bonne chose d'essayer d'avoir quelque chose d'unifié, d'uniformisé. Maintenant, après, on a aussi l'habitude de voir Microsoft qui fait quelque chose, qui fait plus rien pendant quelques temps et qui d'un jour se réveille en disant voilà, on a fait ça. Et puis c'est ça qu'il faut faire quoi. C'est en mode voilà, on arrive avec le système magique et on a réglé tous les problèmes. Bon, ils ont l'habitude de faire ça, ça règle pas forcément tous les problèmes à chaque fois, mais donc peut-être qu'ils nous préparent quelque chose aussi à ce niveau-là. Ok, enfin, on espère en tout cas. Je pense que ce problème de différenciation entre les deux XAML a été un des premiers problèmes remontés par les développeurs en fait. Parce qu'effectivement, l'objectif c'était de dire voilà, vous avez déjà fait du XAML Windows, venez faire du XAML Xamarin. Et Ouais, c'est ça. dans les premières versions, il n'y avait même pas forcément unité license. Donc ça veut dire qu'il fallait connaître le nom des composants par cœur, pas se tromper sur la casse, parce que c'est sensible à la casse aussi. Donc ça a été un des premiers
un des premiers points, je vais pas dire critiqués, mais remontés par les développeurs auprès de Xamarin pour leur dire attendez, faites un truc, c'est pas possible, on peut pas rester comme ça. Donc il y a eu cette initiative, on va voir ce que ça va donner, mais à titre personnel, j'aimerais bien que ça arrive à aboutir à quelque chose. Ok. Donc, Ouais. qu'est-ce que je voulais rajouter? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, mais voilà, là, ça me permet de montrer un petit exemple de code. Donc, les gens pourront le retrouver hein, facilement sur Internet, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire, on va décrire une page, donc une tab page, donc une page avec un tab control, donc un système d'onglets. Et à l'intérieur, on va venir placer une textbox pour un username, un password et un bouton. Le point qui est important, c'est que Xamarin Forms adapte les contrôles, donc que ce soit le contrôle bouton ou les pages, hein, n'importe quelle page, quel qu'il en soit, ou même les entries, donc l'équivalent des textbox, à la plateforme cible. Donc là, ce qu'on peut voir effectivement sur la capture d'écran, c'est que on est sur une page à onglets. Et on voit typiquement que la représentation, ça a toujours été le cas, hein, les onglets sur iOS ont de manière, par le passé, ont toujours été représentés au niveau du bas de l'écran. Alors que sur Alors, juste une chose pour ceux qui n'ont pas la vidéo. Donc on a un écran où tu as à droite le XAML qui est tu as le XAML de la page et à gauche tu as les trois devices, donc les trois types de devices qui montrent le résultat à l'écran de ce même code quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et ce qu'on voit, c'est que sur le device iOS, les onglets sont en bas, et sur les devices Android et Windows, ils sont situés en haut. Pourquoi? Parce que dans les guidelines de la plateforme... sont en bas, et en plus il y a des icônes sur l'iOS, alors qu'il n'y en a pas sur Android. Exactement, parce que dans les guidelines des autres plateformes, il a été défini. Alors après, c'est toujours des choses qui peuvent se changer, hein, il n'y a pas de souci, mais si on prend les guidelines de base, sur Android et Windows, on dit voilà, les onglets, le nom des onglets est situé en haut en fait de la page. Et c'est ça le point fort finalement de Xamarin Forms, c'est de se dire j'ai un contrôle commun qui va être adapté à la plateforme cible que je vais manipuler. C'est ça, mais donc le visuel n'est pas toujours exactement le même, quoi. On le voit ici, je parle des icônes, ça répond peut-être à une des questions que je me pose aussi, c'est tu peux avoir des fonctionnalités qui sont propres à une plateforme. Donc la propriété, par exemple ici c'est icon égale et à ta profil.png, on va voir l'icône en iOS mais on la verra pas dans Android. Tout à fait. C'est je vais dire la particularité, mais c'est le fait que on s'adapte à la plateforme en fait. Donc on sait que sur Android, on sait que sur Android et Windows, il n'y a pas d'icône sur les onglets, donc le système n'affiche pas les icônes. Par contre, le système d'onglets sur iOS, donc de tab bar, fait en sorte qu'on doit avoir en fait une icône, donc il l'affiche automatiquement. Et ça peut pas être embêtant ça de temps en temps, je veux dire, je m'imagine, moi je dois créer une application qui va être sur les 2-3 plateformes, prenons iOS et Android, je voudrais, je suppose, avoir exactement le même visuel, le même résultat. Donc par exemple avoir des onglets qui sont peut-être tous les deux en haut, même si c'est peut-être pas la philosophie iOS, mais en tout cas dans mon application je voudrais ça. Il y a moyen d'imposer, de faire ça? Alors tout à fait. Alors le premier point c'est que le point important de Xamarin Forms, c'est de se dire on va s'adapter à la plateforme cible. Du coup, effectivement, d'un device à l'autre, d'une plateforme à l'autre, je devrais dire, potentiellement on n'aura pas le même rendu graphique. On aura la même impression, mais le rendu global, effectivement, le fait d'avoir des onglets en haut ou en bas, pourra changer. Donc ça, c'est le point important. Du coup, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc je parlais tout à l'heure de Cordova. Cordova, si on veut la même interface je dirais même au pixel près, un bouton qui doit être situé à un endroit en haut et pas en bas, ce genre de choses. Voilà, Cordova, on écrit son code une fois et c'est exactement le même sur les N plateformes. C'est ça. Xamarin Forms, l'objectif c'est on écrit son code une fois, on a le concept global qui est le même, par contre il est adapté à la plateforme. Maintenant, vas-y Richard. Ouais, non, j'imagine que vis-à-vis des clients, ça doit pas forcément être évident à expliquer, quoi.
Alors c'est pas forcément évident à expliquer. Effectivement, maintenant c'est quelque chose à leur préciser et à voir avec eux. La question c'est est-ce que les clients veulent exactement la même interface sur les trois plateformes, enfin sur les N plateformes, d'accord? Ou est-ce qu'ils veulent le même layout, le même objectif, mais adapté à la plateforme? S'ils sont prêts à faire le compromis de l'adaptation, enfin c'est même pas un compromis, c'est s'ils sont prêts à faire en sorte que leur application respecte les guidelines de la plateforme, Xamarin Forms sera parfait. Par contre, s'ils veulent exactement la même interface avec le même système, enfin les onglets en haut à chaque fois ou en bas à chaque fois, etc., sur les trois plateformes, à ce moment-là, la question va se poser de est-ce que Xamarin Forms serait la bonne techno? Et s'ils veulent quand même rester en Xamarin Forms, comme ça me permet de rebondir sur le point de Denis, oui, on a des moyens en fait de faire en sorte de modifier la manière dont les composants graphiques sont affichés. Ok. Donc il y a un truc en Xamarin Forms qui s'appelle les renderers, qui vous permettent de dire je fais un renderer sur un bouton par exemple, et en gros je vais pouvoir venir écrire du code qui va me permettre de changer le comportement visuel et potentiellement même le comportement, on va dire, métier du bouton, pour dire bah voilà, avant j'avais un bouton avec des bords arrondis, bah, je veux pas de bords arrondis sur mon bouton, donc je vais venir surcharger la manière dont le bouton est dessiné à l'écran sur telle ou telle plateforme pour le rendre pour l'afficher comme je veux. C'est ça. Et tu dis on peut passer par le renderer. Je suppose qu'il y a des sociétés, enfin j'ai en tête des sociétés telles que Telerik et autres qui proposent ce genre de composants. Peut-être pas des composants simples, mais des composants avec leur visuel, leur manière de faire. Oui, après tu peux avoir effectivement des renderers qui donnent une espèce de thème, de skin en fait, pour tes différents composants, tes différents contrôles. Donc ça oui, c'est une possibilité. Maintenant, c'est vrai que c'est plutôt le genre de choses que les gens vont avoir tendance à faire d'eux-mêmes. Donc ils vont plutôt avoir tendance effectivement à créer leurs propres composants, leurs propres renderers, juste pour modifier l'interface graphique. Ok. Mais donc c'est faisable, quoi. Oui, sans être trop compliqué non plus. Le côté trop compliqué va dépendre tout simplement de ce que tu veux faire. Changer par exemple les onglets sur Android, les mettre en bas, c'est quand même, techniquement c'est possible. On dit toujours en informatique tout est possible. Par contre, ça demande quand même un petit peu de travail parce que ça nécessite de modifier pas mal de choses au niveau du composant de base. Maintenant, modifier, je te dis une bêtise, modifier l'effet d'ombre par exemple sur un bouton, la rajouter ou l'enlever, ça c'est quelque chose qui est déjà plus abordable en fait. Ok. Donc voilà un petit peu pour le côté renderer. Et l'autre question aussi qui peut arriver à se poser, c'est quand on commence à faire du Forms, regardez les interfaces qui sont créées par les designers en fait. Pourquoi? Parce que si on se retrouve sur des interfaces qui deviennent trop compliquées et qui vont demander beaucoup de renderers, la question va potentiellement être de se poser, est-ce que ça vaut pas le coup de pas faire de Xamarin Forms, mais directement de faire du Xamarin native? Parce que si on a des interfaces où il faut faire un renderer pour un bouton, un renderer pour la textbox, un renderer pour le tab control, etc., on peut vite se retrouver finalement à écrire plus de code spécifique à chaque plateforme que de code commun. Donc dans ce cas-là, on se dit, ok, c'est intéressant, mais est-ce que j'ai vraiment gagné, est-ce que j'ai eu un vrai intérêt à faire ça? Du Xamarin Forms, ouais. Xamarin Forms, ouais, tout à fait. Et si on veut faire du spécifique, on doit être obligé de passer par du code, donc changer le renderer, ou il y a moyen dans le XAML de faire, j'invente, mais du style un if ou un dièse if, si je suis dans la plateforme Intel, je fais telle opération, et si je suis dans une autre plateforme, je sais pas, je prends le cas du nombre de pixels par exemple, parce qu'on voit que sur l'interface, le bouton est beaucoup plus petit, on va dire, enfin beaucoup plus espacé des bords sur iOS, que par rapport à Android. Donc il y a moyen de donner des contraintes comme ça de manière plus fine? Pas directement. Alors, tout dépend de ce que tu vas vouloir modifier. Généralement, les renderers sont utilisés pour modifier effectivement l'apparence graphique ou la logique un petit peu du contrôle que tu vas vouloir avoir. Après, tu peux utiliser un autre mécanisme. Si tu veux modifier par exemple juste le visuel, donc potentiellement juste la couleur ou
la couleur du label qui est dans le bouton, par exemple, ça peut être une Oui. possibilité. Tu peux utiliser alors quelque chose qui est sorti récemment, c'est la possibilité d'utiliser en Xamarin Forms des styles CSS pour modifier ses composants, enfin, pour styliser ses composants graphiques. Ah oui. Et l'avantage de ça, c'est que donc tout le monde connaît le langage, enfin, la majorité des gens connaissent le langage CSS, et l'avantage du CSS, c'est qu'on peut cibler un composant, et puis par succession, finalement, par enchaînement, on peut se dire, sur ce composant, je veux la balise sous-jacente et dans cette balise sous-jacente, je veux l'ensemble des labels, par exemple. On peut arriver à avoir un système comme ça. Et du coup, donc ça c'est une initiative qui à la base était disponible, qui a été réalisée de manière communautaire, et les équipes de Xamarin Forms ont trouvé que c'était quelque chose d'intéressant, donc ils ont accepté la pull request, et depuis quelques temps, donc ce sera encore plus officiel. Enfin, là pour l'instant on va dire que c'est un peu en bêta, et ce sera vraiment officiel quand la version finale de Xamarin Forms 3.0 sera disponible. Mais voilà, depuis quelques temps, on peut utiliser des styles CSS pour permettre la modification graphique de nos différents composants visuels. Et c'est sur base du principe CSS ou c'est vraiment les mêmes feuilles de style avec la même syntaxe que ce qu'on utilise en HTML, en web? C'est le principe du CSS, la syntaxe change un petit peu. Donc c'est pareil, c'est une syntaxe qui est un petit peu propre à Xamarin Forms. Donc, par exemple, vous allez pas forcément retrouver le nom de la classe, chevron, le nom d'une autre classe ou d'un composant, ce genre de choses. Vous allez avoir une syntaxe assez similaire pour la sélection en fait des composants. Par contre, ce que vous mettez à l'intérieur de votre sélection CSS, c'est la même chose que ce qu'on a en CSS. Donc si vous voulez utiliser des grids, du float, du flexbox, ce genre de choses, vous allez pouvoir le faire. Et ce sera transcrit en fait de la manière correspondante sur la plateforme. Ok. Ouais, ça peut être pas mal ça, ouais. Ça c'est pas mal. Il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas en fait. Ils trouvent que c'est. Ah bon alors ouais, c'est. C'est la guerre du développeur web et du développeur ordi. Ouais, je sais pas si c'est ça, mais effectivement t'as quand même pas mal de gens qui qui disent c'est bizarre en fait de faire du CSS dans du XAML. Et effectivement je les rejoins assez sur ce côté-là. Après j'ai pas eu l'occasion de le manipuler énormément encore. J'ai joué un petit peu avec. C'est vrai que ça a l'air assez puissant. On peut faire pas mal de choses, donc on peut vraiment arriver à typiquement si on veut dire je me mets en haut de ma grille et je veux que toutes les textbox, donc imaginez j'ai un formulaire avec 50 textbox et je veux que toutes les textbox aient un arrière-plan rouge, d'accord, une couleur d'arrière-plan rouge. Plutôt que de le faire textbox par textbox, d'accord, je peux utiliser ce fameux style CSS pour dire je me situe au niveau de ma grille et je prends tous les enfants de type textbox et à ce moment-là je leur applique l'arrière-plan rouge. Donc ça a des avantages, c'est vrai. Maintenant je pense qu'il faudra voir à l'usage ce que ça peut, ce que quand même cette petite peut donner, et surtout moi ce qui me dérange effectivement un petit peu c'est le côté mélange des deux langages, parce que CSS reste un langage, enfin, moi je considère que c'est un langage à part entière, et du coup on va mélanger en fait du CSS avec du XAML, alors même si on peut l'externaliser dans d'autres fichiers autres, mais voilà, il y a quand même cette petite partie qui est un peu troublante. La question effectivement est, voilà, à l'usage, qu'est-ce que ça va donner? Ok. Et ça, tu dis, ça devrait sortir la version 3 d'ici un mois, quoi. Un mois, quoi. Oui, c'est ça en fait. C'est déjà disponible sur les versions, on va dire bêta de Xamarin Forms en preview, voilà. C'est déjà disponible et c'est sûr, ce sera intégré, ça fait partie de la roadmap, ce sera disponible dans la version 3.0. Ok, bah on verra alors. On verra ce que ça donne. Ça va. Le dernier point que je voulais aborder, c'est sur Xamarin Forms, c'est pareil, c'est quelque chose qui est pas très connu encore à l'heure actuelle. Enfin, sauf pour ceux qui font déjà du Forms, mais c'est normal. Mais pour les autres, c'est la possibilité en fait d'intégrer des composants Xamarin Forms ou on va dire même des pages Xamarin Forms dans une application Xamarin native, voilà, ou de faire l'inverse. Donc de se dire dans mon XAML, Xamarin Forms, je vais faire appel parce que j'ai un besoin très spécifique, je vais faire appel à un besoin, un bouton par exemple iOS.
Donc du coup, je vais faire un appel aux boutons aux composants correspondants sur la plateforme. Donc je vais pouvoir, typiquement, l'exemple c'est j'ai développé, on va appeler ça un user control. Voilà, j'ai développé un user control en Xamarin native pour iOS. Et j'ai pas envie de le redévelopper en fait, donc dans un autre projet. Hein. J'ai fait ça dans un projet à part, et j'ai pas envie de le redévelopper sur mon nouveau projet que je vais faire en Xamarin Forms, parce que c'est quelque chose qui est très compliqué, ça prend du temps, et finalement j'ai pas envie de réinventer la roue. C'est une grosse feignasse, quoi. Ouais, c'est gentil. Tu m'apprécies, Richard, c'est sympa. Je suis pas feignasse, je suis développeur efficace. C'est pas pareil. Pragmatique. Exactement. Et du coup, ce que je peux faire, c'est que je vais pouvoir en fait embarquer ce composant, donc ce user control, qui est développé en Xamarin native iOS. Je vais pouvoir l'embarquer dans Xamarin Forms. Donc je vais pouvoir réutiliser des composants graphiques qui sont déjà existants directement dans du Forms. On pouvait déjà le faire avant, dans le sens contraire. Donc depuis dans du native, on pouvait déjà réutiliser du Forms. Donc ça c'était très pratique parce qu'on pouvait se dire voilà, j'ai une application qui a une page de login. Une page de login, ça n'a pas besoin d'être très évolué, hein. C'est deux textbox et un bouton, éventuellement un lien si j'ai oublié mon mot de passe. Ça, effectivement, si on peut le faire en Forms et l'avoir directement sur les trois plateformes, ça change pas forcément beaucoup et ça me permet quand même de gagner du temps. Donc ça, on pouvait le faire. On pouvait prendre ce composant Forms Forms et l'intégrer directement dans des applications Xamarin natives. Et là, ce qu'ils ont permis de faire, c'est l'inverse. C'est-à-dire, j'ai des composants natifs et je vais les intégrer en fait dans du Forms. Ça peut être un simple bouton, une liste view, ce que vous voulez. Mais voilà, c'est quelque chose qui va vous permettre de gagner qui est censé vous permettre de gagner énormément de temps, surtout si vous avez déjà en fait développé des composants précédemment. Et en pratique, ça se passe comment? Tu as une balise d'intégration? Ouais, en pratique, dans ton XAML, tu mets donc t'as une petite balise qui te permet de référencer finalement ton composant. Et un petit peu ce qu'on savait déjà faire en UWP, enfin en XAML avant, quand on référençait un composant externe, on était obligé de préfixer ce composant externe par le nom d'un namespace qui pointait vers la bibliothèque qui contenait notre composant. Là, c'est un petit peu le même mode de fonctionnement. On va avoir notre balise et on va lui dire, finalement, tu vas pas chercher ce composant directement dans Xamarin Forms, tu vas le chercher dans ma bibliothèque de composants à moi, ce genre de choses. Ce qui aurait été pas mal finalement, c'est qu'au bout du compte, tout ça se fusionne finalement, qu'on ne parle plus de natif, qu'on ne parle plus de forme, mais qu'on parle de Xamarin, point. Et donc avec d'avoir qu'une seule vision des choses, quoi. Alors je suis d'accord. À voir en fait ce que ça va. Il est trop tard puisqu'ils auront maintenant un historique et des développeurs qui l'utilisent. Mais trop tard. Ça aurait été pas. Ouais, trop tard, je sais pas parce que tu vois, si demain effectivement ils nous disent voilà, on fusionne tout et comme ça vous avez plus besoin de vous compliquer la vie, vous faites du Xamarin et on vous dit juste que vous faites du Xamarin, après c'est voilà, si vous devez utiliser du form, voilà, il y aura un peu de mix ou autre. Dans les faits, je sais pas s'il est trop tard. Je sais pas s'il est trop tard parce que ça bouge très très vite. Voilà, il y a des donc là on est à la version 3 de Xamarin Forms. Il y a beaucoup d'activités, c'est quelque chose qui est très en vogue aussi en plus en ce moment, tout comme Xamarin Native. Donc je serais pas surpris que effectivement demain ils nous disent, ils nous annoncent un petit remaniement, une petite fusion en fait finalement des deux produits. Sachant que dans les faits, Xamarin Forms s'appuie sur Xamarin Native, donc l'un ne peut pas exister sans, enfin, Xamarin Forms ne peut pas exister sans Xamarin Native. Ils ont l'air très dynamiques et je trouve qu'ils sont restés séparés, enfin, point de vue du public, enfin, que nous sommes, séparés de Microsoft encore, on dirait. C'est aussi effectivement le ressenti que j'ai. Ils ont adopté alors effectivement ils ont été rachetés par Microsoft. Ils ont eu donc toutes leurs équipes sont maintenant intégrées chez eux. Maintenant, je vais pas dire qu'ils continuent de faire ce qu'ils veulent, mais dans les faits, c'est quand même un petit peu ça. C'est si vous prenez Miguel de Icaza, donc qui est l'ancien CTO en fait de Xamarin, qui est maintenant du coup chez Microsoft, c'est quand même lui qui continue de driver un petit peu la direction de Xamarin. C'est quand même lui qui, alors c'est pas lui qui va driver directement Xamarin Forms, mais
il reste quand même un petit peu à la tête du truc, donc c'est lui qui donne les directions. Et après, on a quand même les équipes de forme, par exemple, donc vous avez des programme managers, vous avez des développeurs qui font le travail dans leur coin. Et le côté rattachement à Microsoft, il se fait plus sentir plutôt sur les procédures, voilà, je pense, c'est plutôt des problématiques internes qu'ils doivent avoir. Par exemple, comment gérer les branches, comment gérer les releases, ce genre de choses. Tout le reste, on a quand même effectivement ce sentiment, et je le pense aussi, qu'ils ont quand même gardé un petit peu leur indépendance au niveau de leurs produits. Le fusion qu'on Miguel, pourrait... Pardon, vas-y Richard. ouais, je disais aussi, il y a Miguel qui prend de plus en plus de poids au sein de Microsoft. Exactement, il a un rôle. Après, les gens qui le connaissent, ne serait-ce que de réputation, savent que c'est quelqu'un qui a fait énormément de choses. Hein, là-dessus, il y a pas de débat. Et je pense qu'il pourrait apporter énormément de choses au sein de Microsoft sur plein de sujets. Par exemple, je sais qu'il est très actif aussi sur quelque chose qui est pas en lien avec Xamarin, c'est le langage C#. F# aussi, mais c'est différent, mais sur le langage C#. Donc il participe à pas mal de discussions sur la roadmap du langage C#. D'ailleurs, on peut le voir dans les commentaires sur GitHub. Sur le langage C#, sur les nouvelles fonctionnalités qu'il faudrait implémenter, sur comment il faudrait plutôt implémenter telle ou telle autre fonctionnalité du langage. Donc oui, c'est quelqu'un qui prend de plus en plus d'ampleur, enfin, c'est le sentiment qu'on a, d'ampleur chez Microsoft, et moi, à titre personnel, j'aime beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui pourrait apporter pas mal de choses. À voir s'il aura la latitude pour le faire, mais en tout cas, ça part dans la bonne direction. Ok, tu voulais rajouter quelque chose, Christophe? Que depuis récemment, on parle de Xamarin Microsoft. Toute la documentation maintenant est sur docs.microsoft.com/Xamarin. Voilà, elle y est depuis pas longtemps. Avant, on les utilisait. Enfin, il y avait beaucoup de docs sur leur site à eux, etc., sur Stack Overflow. Maintenant, tout est centralisé et elle est super bien faite. Je vous invite à aller la voir. Ouais, je suis d'accord. J'ai eu l'occasion d'y faire un tour aussi. Et ça, typiquement, on voit que ça fait partie du rapprochement avec Microsoft. Voilà, ils ont centralisé un petit peu la documentation. Pour le coup, c'est pas un mal en fait. Pour le coup, c'est quelque chose qui est très bien. C'est une centralisation de la documentation. On retrouve tout au même endroit. Ça a pas d'impact en fait sur les développeurs. Hein. C'est pas ça qui va changer leur vie. Donc non, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Il y a ça et peut-être l'aspect, enfin on va peut-être en parler aussi un peu juste après, c'est l'aspect pratique de création de projet. Par rapport aux outils, donc les intégrations dans Visual Studio ou dans ce qu'ils appellent maintenant donc Visual Studio pour Mac, il y a tout cet environnement-là. Enfin, j'ai l'impression que ça a été beaucoup plus repris par les équipes peut-être de Microsoft par rapport à ce qui existait avant au niveau de Xamarin quand ils étaient tout seuls. Alors, pas forcément. Avant, Xamarin a toujours travaillé de manière. De toute façon, ils ont toujours travaillé de manière très étroite avec Microsoft, typiquement pour, voilà, comme tu le dis, pour la création des projets, l'intégration dans Visual Studio, ce genre de choses. Donc ça, ils l'ont toujours fait. Ils étaient obligés de le faire, tout simplement parce que, ne serait-ce que dire, ok, je vais avoir un nouveau template de projet Xamarin qui va me créer tout ce qui va bien. Ça peut avoir enfin voilà, il faut savoir comment le faire, il faut savoir comment bien le faire. Ne serait-ce que se dire, je vais m'intégrer avec comment on appelle ça, avec je vais y arriver. Avec iOS par exemple pour faire du debug. Maintenant, on peut même faire du debug par Wi-Fi sur iOS et tout directement depuis Visual Studio. Donc il y a toujours eu de la communication en fait entre les équipes de Xamarin et les équipes de Microsoft. Ouais. Par contre, le fait d'avoir été, on va dire, absorbé dans Microsoft fait que finalement maintenant les équipes de Microsoft sont quelque part un petit peu obligées de les aider. Avant, ils étaient pas obligés de les aider. Alors, ça leur facilitait la vie. Clairement, Microsoft ne met pas de frein. Et t'as personne qui disait ah non, vous n'êtes pas de Microsoft, on vous aide pas à faire l'intégration de votre outil dans Visual Studio. Ils le faisaient pas. Mais maintenant, ils sont obligés de le faire parce que du coup, c'est devenu un produit Microsoft. Donc, quelque part, il y a une entraide qui est potentiellement, alors là, ça reste du potentiel, mais qui est potentiellement plus forte que ce qu'elle n'était avant. Ouais. Et ce qui a surtout été apprécié aussi et ce qui a changé, on va aussi peut-être en reparler, c'est au niveau des coûts. Ça coûte combien pour faire un développement, à part évidemment le temps du développeur, mais je veux dire les coûts de licence, les coûts de travaux, etc. Maintenant, c'est intégré en fait dans Visual Studio, donc vous pouvez faire du Xamarin
De mémoire, si je dis pas de bêtises, il faudrait vérifier, mais directement à partir de la version Community, de l'édition Community en fait. Ouais, c'est ça. Donc c'est en clair, c'est gratuit, quoi. Voilà. Ouais. C'est gratuit, donc il n'y a pas de surcoût pour faire du Xamarin. Alors après, vous avez du surcoût si vous voulez faire du Xamarin pour iOS, vous devez acheter un Mac, ce genre de choses, mais au niveau des licences de développement, c'est gratuit. Ouais, et ça, justement, tu en parles en termes de iOS, de la compilation. Moi, je sais que ça a toujours été le gros problème, c'est qu'on doit toujours, comme c'était le cas avant, avoir un Mac pour pouvoir compiler des applications, ce qui n'est pas le cas pour Android. Tout à fait. Mais là, c'est lié effectivement c'est pas lié à Xamarin, c'est lié à iOS en fait, donc on va dire à Apple, et au modèle de compilation qu'ils ont. Donc, pour pouvoir faire tourner une application sur iOS, il faut que ce soit de l'ARM. Et ça, effectivement, en fait, c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir un Mac, parce que du coup, le Mac sert à compiler l'application et à obtenir un binaire ARM qui sera ensuite utilisable sur un device. Sur un device réel. Et donc ça, c'est toujours le cas. Oui, à l'heure actuelle, c'est toujours le cas. Donc, Ok. là-dessus, on est toujours un petit peu bloqué. Est-ce que ça changera par la suite ou autre? On ne sait pas. C'est toujours en fait, là, c'est Apple qui, si Apple décide de changer sa politique à ce niveau-là, peut-être que ça changera, mais pour l'instant, on est bloqué. Ouais. Par contre, si on veut juste faire, faire mumuse avec Xamarin, on a la possibilité, si on a juste un PC, d'utiliser maintenant l'émulateur sans avoir besoin de Mac. Ou je me trompe? Si tu veux, non, parce que même ton émulateur, sera, comment dirais-je, si tu l'exécutes sur ton PC, en fait, c'est un remote desktop de l'émulateur sur iOS, sur Mac. D'accord, tu as toujours Ah besoin ouais. de cacher quelque part, mais il faut qu'il soit là, quoi. Oui, c'est ça. En fait, Il faut qu'il y ait un Mac sur le réseau. c'est ça. Tu peux avoir ton Mac qui est dans un placard, ce genre de choses. Tant qu'il est allumé, c'est pas un souci. Par contre, que ce soit la compilation ou effectivement la simulation, ça s'exécute toujours sur le Mac. Et effectivement, par contre, une des nouveautés qui a été, ça fait un petit moment maintenant, c'est la possibilité d'avoir ce remote simulator. Donc en gros, c'est une connexion à distance sur le simulateur du Mac qui est projeté en fait sur ton PC. Donc ça c'est pour Christophe, c'est pour qu'il cache son Mac qu'il aura acheté avec honte au fond du placard. Bien sûr. Depuis combien de temps je vous le dis, il faut acheter du Apple, les gars. Et Christophe a une question aussi, parce qu'il y a son bras Oui. tendu depuis tantôt, là. J'ai encore le temps de poser une question. Vas-y, Ah, je on t'en a prie. tout le temps. D'abord, ça serait bien que tu reviennes, parce que là je vois que le temps est passé, que tu reviennes, mais qu'on fasse du concret. Parce que ma question vient un peu là-dessus, mais on ne pourra pas rester longtemps. Quand on a Visual Studio, là j'ai le 2007 Pro, peu importe, le Community, je pense que c'est pareil. Ouais, 17, j'ai dit quoi? Bon, peu importe. 2007. Oh, ouais, bah, je vis en 2007. Et donc, parce que c'est une bonne année, j'aime bien, il s'est passé plein de trucs sympas chez Microsoft, le reste, ça m'a pas intéressé. Quand on veut faire une application cross-platform, en nouveau projet, ben, moi par défaut, j'avais Mobile Apps, d'accord, en Xamarin Forms. Du coup, ça marque que ça target iOS, bien évidemment, Android, et on peut checker ou pas si on peut cocher ou ça l'un ou l'autre, mais aussi ou UWP. Parfait, c'est exactement ce que j'aurais voulu UWP, ce que j'aurais voulu faire. Sauf que quand on est dans cette solution qui est vide, je peux lancer l'application .android, le nom de mon projet que j'ai voulu créer. J'ai l'émulateur qui va s'ouvrir, très bien. J'ai aussi mon projet .iOS, super. Par contre, j'ai même pas Windows, et c'est là que j'ai pas compris. Alors tout à l'heure, dans ceux qui ont vu là sur YouTube, on voyait que tu targetais encore les Windows Phone. Bon, ça c'est mort, on n'en parle plus, donc je vois plus l'intérêt. Du coup, la question, elle est un peu dans ce sens-là. Du coup, bah, j'ai l'impression et je te l'ai posé tout au départ, on target iOS, on target Android. Mais de quid de Windows? Puisque finalement, là, dans mon projet, par défaut que j'ai créé en tant que gros novice, je n'ai pas vu du tout, rien du tout du WP ou de PC. Mais imaginons qu'il y avait, parce que bizarrement, c'est indiqué dans le descriptif de mon projet, c'est marqué multi-project template for building apps for iOS, Android and Windows with the Xamarin and Xamarin Form. Or, quand je joue mon projet, il n'y a pas du tout de Windows là-dedans. Donc c'est peut-être un label qui est maintenant vieux et pas mis à jour.
peu importe. Mais même si c'était UWP, ça veut dire que j'ai une application mobile iOS, mobile Android et PC Windows Store en fait, finalement, pas mobile. Et UWP en fait, donc PC ou phone en fonction de ce que tu veux. Ah, mais non, mais soyons honnêtes, sincères, c'est terminé. On va plus, une entreprise ne va plus s'amuser à targeter un Windows mobile ou Windows Phone, sincèrement. Alors phone, je suis d'accord, mais Windows tablette, tu peux l'avoir encore. Tablette, je veux dire en petit format, donc les quelques tablettes dans le monde qui ont juste un format qui serait quand même plus grand que ce qu'avaient les feux Lumia 1520, qui avaient des très grands écrans, mais plus des petits écrans mobiles, même une tablette. Je suis d'accord, ça vient du Windows Store, mais là on est plutôt dans un environnement avec un écran qui est large et on est plus en train de cibler du coup un univers qui n'est plus l'univers du mobile en tant que mobile dans ma poche. Où là, du coup, au niveau design, je suis obligé de penser large. Écran plus large. Ouais. Mais de toute façon, je ne l'ai pas. Et c'est pour ça que ça serait intéressant que tu reviennes nous montrer un B.A.B.A. tout con. Donc du coup, là, pour ceux qui écoutent en podcast, ça serait moins bien. Mais sur YouTube, on aurait du coup voilà, les premiers clics d'une application mobile. Ça me plairait. Je te prends au mot, ça prend longtemps. Si tu dois juste... Ah, mais est-ce que c'est si tu fais nouveau projet dans Visual Studio, juste pour nous montrer comment on fait pour créer un projet de base, sans après devoir faire quelque chose dedans, hein, mais juste créer le projet. Bah, je vais le faire en live, on va voir ce que ça va donner. Ça prend 3 minutes. Allez. Mais Donc en gros, dans l'idée, c'est vraiment très simple, c'est de se dire, je fais alors hop, on va faire un fichier. C'est ça, tu fais fichier nouveau dans Visual Studio 2017. T'as besoin d'avoir la dernière version ou c'est une 2017 classique Bah non, bon ça peut être à partir de, je te dis, à partir de la Community Edition. Donc, après, tu prends. Ouais, c'est toujours bien d'avoir son comment dirais-je, son Visual Studio à jour, mais. Voilà, moi j'ai pris celui-là, tu vois, le premier. Ok, c'est ça. Donc voilà, je fais OK. Donc là, tu as choisi Mobile App, et là, tu as un choix de template entre application vide ou Master Detail. Alors tiens, je te coupe tout de suite. Et c'est là que moi, il y a eu quelque chose qui était bizarre, puisque le Windows UWP était disable. Ah, T'avais peut-être pas installé le SDK. T'as peut-être pas le SDK ou il y a peut-être un truc à ce niveau-là en fait. Bon. T'es tellement dégoûté que t'as même pu installer le SDK UWP. Bah, non, mais ça, voilà, soyons honnêtes, hein, UWP. Mais donc, c'est vrai que si je reprends ici, pour avoir cet écran-là, lors de l'installation, si on l'a pas installé, il suffit de le relancer, mais de relancer le module d'installation, de setup de Visual Studio, et d'aller cocher les éléments mobiles, quoi. Android, iOS, Windows. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok. Et donc à ce moment-là, tu as un écran, oui, dans ce cas-là, tu as juste l'écran, tu as juste besoin de cocher, et je suppose qu'il va te générer les 3 ou 4 projets pour chaque plateforme. J'ai ma réponse, il me manquait le WP. D'accord, mais je pense qu'effectivement, tu dois avoir un. Bah regardez, il doit te manquer un. Regardez sur le partage qu'on a en ce moment en live, là je peux vous le faire voir. Le partage Messenger. Ah. Je peux pas y aller du coup. Oui, bah t'as pas. Je pense que t'as pas le. Ah, pas le SDK. Ouais, le SDK qui doit être. Voilà, c'est ça. Mais donc c'est juste aller cocher les bonnes cases et regarder ce qu'il faut quoi au niveau. Oui, du coup ça veut dire qu'on a quand même besoin d'avoir beaucoup de capacité de disque, je veux dire, pour enregistrer, pour installer tout ça. Hein. Parce qu'Android faut Java derrière. Exactement. Après, alors du coup voilà, tu peux nous parler de ce qu'il y a à l'intérieur de les views, enfin les dossiers views de chacun des targets Android et iOS là. Ouais, bah, je vais vous montrer en fait. L'idée c'est, alors, je vais le prendre sur iOS. Et, bon, tout est. Ah. Donc l'idée c'est donc j'ai 4 projets, donc j'ai un projet par plateforme, Android, iOS et Windows. Donc qu'on retrouve ici. Et un projet commun. Et un projet commun sur lequel je vais revenir juste après. Mais sur chacun de ces projets de plateforme, ce sont des vrais projets Xamarin native. D'accord ? Donc la seule différence, c'est que effectivement, dans chacune des initialisations des applications, là il apparaît sur les packages Nugget, donc pas de souci, mais voilà, à chaque fois on voit que donc là je suis sur iOS, je fais xamarin.forms.forms.init. Ok, et ensuite je lui dis, en gros je lui dis charge le moteur Xamarin Forms, et ensuite charge l'application qui s'appelle app. Et cette application app, classe qui est la classe commune ou bien qui est une classe propre à... Qui est la classe, qui est la qui est classe commune ici. Donc je peux la renommer, hein. Là elle s'appelle app de base,
c'est toujours comme ça qu'on a plutôt tendance à faire, mais je peux la renommer si besoin, et à l'intérieur, bah, effectivement, je vais retrouver en fait mon code sur lequel je dis, bah voilà, la page principale de mon application, elle s'appelle main page, et main page, c'est quoi? C'est la page que j'aurais définie ici. Ok, donc en gros, si je résume ici, c'est tu as 3 projets pour chaque plateforme qui sont quasiment que les points de départ, quoi. C'est simplement la base, le lanceur, dans lequel tu lui dis pour chaque plateforme, voilà quelle est la classe à devoir démarrer, et là elle est commune, et là tu es parti dans du Xamarin Forms commun. C'est Et exactement avec ça. les ressources dans chaque projet, c'est intéressant, c'est bien foutu. Hein. Alors, Ça montre bien les Ah ouais, graphiques ouais, que tu montrais. Hein. après, ça c'est pareil, c'est un choix où tu peux l'avoir dans chaque projet, ou tu peux l'avoir de manière centralisée. Parce que typiquement, tu peux avoir des images que Ouais, tu sais, qui sont communes à l'ensemble des plateformes. Donc tu vas les mettre de manière plus centralisée dans le projet commun. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, effectivement, bah, tu peux avoir les ressources de chaque plateforme, donc assets, ressources et resources, qui C'est- sont sur chacun des projets. c'est un peu ce qu'on avait avec les Windows Phone 8 et les Windows 8 à l'époque. Hein, c'est exactement ça. Je t'avoue que ça fait un Quand on avait peu longtemps. aussi les trucs partagés. ouais. Et Ah oui, oui, ça. Ben, le projet APP1 qu'on voit ici tout en haut, c'est un projet partagé aussi, je pense. Il est référencé en tant que projet partagé, je veux dire. C'est pas une DLL, quoi. En fait, C'est ça. là, c'est un. Donc, c'est pareil, si vous avez vu sur le moment de la création du projet, il m'a demandé quel type de. Je vais le refaire juste pour vous montrer. New project de. Là, il me demande quelle est ma stratégie de partage de code en fait. Donc, où je peux Ah oui. faire un shared project. Donc, c'est pas une DLL, c'est juste l'ensemble des éléments qui à la compilation sont copiés sur les projets qui référencent ce shared project. Ou ce dont on entend parler de plus en plus en ce moment, je peux faire une bibliothèque .NET standard. Donc là c'est .NET standard 2 du coup, qui sera disponible avec Xamarin Forms 3.0. Et là par contre ça reste une vraie DLL que je référence en fait de manière traditionnelle. Ouais, c'était l'équivalent des, c'est quoi, les PCL, hein, les portables classe hybride, je pense qu'on a appelé avant. C'est ça en fait. C'était un petit peu l'équivalent de ces PCL. Parce que là du coup ça va un petit peu plus loin que les simples PCL, mais le principe effectivement c'est ça. Ouais, c'est ça. Et concernant j'allais dire le XAML, enfin le XML qui est utilisé, est-ce qu'on a les mêmes potentiels que le XAML qu'on a en WPF ou ce genre de choses, c'est-à-dire notamment au niveau binding ou ce genre de choses? Alors, t'as bien du binding. En fait, tu peux faire du binding. Tu peux faire du binding en one way, en two way. Les fonctionnalités sont. Allez, je vais prendre une marge de sécurité. C'est-à-dire qu'elles sont à 90% les mêmes que celles que tu as comment ça s'appelle? En WPF. WPF. En UWP ou WPF. Ce que tu n'as pas, par exemple, donc pour les développeurs XAML Windows, c'est la possibilité de modifier les contrôles templates. Ça, tu vas pas être en mesure de le faire. D'accord? Ah oui. Par contre, si tu veux effectivement faire du binding, si tu veux poser tes composants, utiliser des ressources, genre des converteurs par exemple, c'est pareil. Tout ça, tu peux le faire. D'accord. Donc, c'est pour ça que je dis 90% parce que évidemment, il y a des choses que tu peux pas faire. Là, je pense au contrôle template, mais il y en a sans doute d'autres qui me viennent pas là tout de suite. Mais... Et je vois dans la page, la main page XAML que tu es en train d'ouvrir ici, qui contient que un content page avec un label, donc très simple aussi, mais t'as pas de prévisualisation, tu sais pas créer et voir le résultat, tu es obligé d'exécuter à chaque fois. Alors, merveilleuse transition, dis donc. C'est bien fait, hein. Ah, mais juste d'enchaîner effectivement sur. On pourrait croire que c'est préparé. Ouais, c'est ça. Ils sont bons, les mecs. Ça me permet effectivement de vous montrer, de vous parler du Xamarin Live Player. Donc c'est un outil qui a été mis à disposition par les équipes de Xamarin et qui vous permet de faire plusieurs choses. La première, pour l'instant c'est pas disponible dans Windows, mais c'est disponible sur Visual Studio for Mac, d'avoir une prévisualisation. Donc c'est ce qu'on peut entreapercevoir en fait donc pour les gens qui ont la vidéo, sur l'image qui est ici, on a sur la gauche la partie code et sur la droite on a la prévisualisation. Donc ça c'est le point clé parce que c'est ce que 100% des développeurs demandaient. Mais donc tu n'as pas la prévisualisation dans Visual Studio, c'est une sorte d'émulateur sur le côté qui te fait le rendu alors. Alors dans Visual Studio pour Mac, c'est la vraie prévisualisation, je vais y arriver. Ah oui, ok. Ouais, c'est une vraie prévisualisation et dès que tu changes une propriété, tu changes la couleur par exemple, hop, la prévisualisation se met à jour en fait en temps réel.
Ok. Et pourquoi uniquement Mac? Parce que ça me choque toujours. Pourquoi Enfin, moi, je développe pas sur Mac, je développe sur Windows, mais... Bah, je présume que ça arrivera en fait sur Windows aussi. Je pense que c'est juste une question de temps. De temps Ok. et parce que je serais pas surpris que ce soit pas aussi simple que ça à faire en fait. Vu que ça a été on l'a demandé depuis à peu près 3 ou 4 ans maintenant. Donc non, à mon avis ça arrivera sur Visual Studio normal. C'est juste une question de temps ou il y a peut-être d'autres contraintes qui sont liées à l'architecture peut-être même de Visual Studio, ça je sais pas, mais voilà, je pense que ça arrivera. En tout cas, Ouais. voilà, l'objectif de ce Xamarin Live Player, c'est vraiment ça, c'est de se dire, donc déjà j'ai une prévisualisation, donc ça c'est plutôt cool. Et surtout après, je peux faire du pairing en fait entre mon device et mon Visual Studio. Donc là c'est ce qu'on peut voir en fait. Alors ça va un petit peu vite, mais je fais du pairing en fait entre les deux. Et une fois que j'ai mon pairing, donc là, je vais être capable de modifier le code de mon XAML et d'avoir. Alors, c'est une espèce de prévisualisation en live sur le téléphone, enfin sur le device. Donc là, c'est ce qu'on voit rapidement en fait sur la petite vidéo. On commence. Donc quand tu fais le pairing, ce que tu disais, c'est vraiment ton téléphone que tu viens... Enfin, tu scannes un QR code et tu retrouves du coup Et donc quand tu modifies le XAML à l'édition, quand tu sauves, directement, tu vois le résultat qui apparaît sur le téléphone, c'est ça? C'est exactement ça. Donc C'est sympa. je commence par lier mon téléphone avec mon Visual Studio. Et une fois que le lien est fait, je peux dire affiche l'application, ou je peux dire juste affiche cette page sur le téléphone. Et Ouais. une fois que j'ai la page qui s'affiche, je peux modifier en fait la valeur des propriétés. Je peux même modifier complètement le code XAML, hein. Je peux rajouter des composants ou ce genre de choses. Là, c'est ce qu'on va voir. Hop, je rajoute un header. Hop, le header apparaît à l'écran et sans même sauvegarder le fichier, hein, il le fait automatiquement. Et ça me permet en fait d'avoir une espèce de preview. Alors là, l'inconvénient, on va dire entre guillemets, c'est que c'est sur le téléphone, mais voilà, ça se rapproche un petit peu du côté preview qu'on pouvait retrouver sur d'autres plateformes par exemple. Et Ok. pourtant, le Live Player, on a ce bouton-là sur Visual Studio. Oui, C'est pas le même? oui, en fait, t'as le live player, mais ce que tu n'as pas en fait dans Visual Studio normal, c'est la preview intégrée en fait à Visual Studio. Donc quand tu as le bouton live player, c'est juste pour lui dire, ok, tu vas cliquer dessus, il va te demander de faire ton pairing entre ton téléphone et ton Visual Studio, et comme il le fait là, et ensuite ton application sera publiée en fait en D'accord. pairing sur le téléphone, et tu pourras en fait avoir la preview. Là, c'est juste que t'as les deux à côté. Là, sur la Ouais. vidéo, en fait, on voit les deux qui sont à côté, mais il faut vraiment imaginer que le téléphone est dans la main, en fait, du développeur, en fait. Ça roule. Donc, ce qui manque, effectivement, c'est la preview telle qu'on l'avait, en fait, en XAML, ou même Android, genre de choses. Directement, on a le code en haut ou en bas, peu importe, et la preview en haut ou en bas, en fonction de comment est agencé le truc, quoi. Quoi qu'il en soit, sans appareil iPhone ou Mac, on peut vraiment pas Non, anticiper une app, quoi. Même l'émulateur, il demande un Mac, quoi. non, Enfin, un ouais. iPhone. Exactement. C'est la contrainte à l'heure actuelle. D'accord. Ça changera, hein. Enfin, faut espérer en tout cas. Ouais, mais ça, c'est Apple qui devra faire changer les choses. Je pense pas qu'ils aient vraiment un intérêt, si. Il y a un intérêt pour eux à peut-être avoir plus de développement ou plus d'applications, mais ils en ont déjà pas mal pour le moment, donc je sais pas. J'aurais tendance à dire Bon. qu'ils en avaient avant que Xamarin sorte. Ils en auront toujours après. Est-ce qu'ils feront un effort ou pas? Je sais pas. Ouais. Je, Ou... enfin, j'ai pas trop d'avis à ce niveau-là en fait. Ok. Ok, bah donc ça, on a vu comment faire. En général, c'est plus le développement est plus adapté sur Windows, avec un Visual Studio Windows, ou plus sur Mac? Il y a un intérêt. Bon, oui, évidemment, il faut le Mac pour pouvoir compiler pour iOS, mais à part ça, c'est le même Visual Studio, les mêmes fonctionnalités. Oui, c'est en fait Visual Studio for Mac, c'est simplement en fait la version c'était le Xamarin, enfin l'outil de développement de Xamarin qu'ils avaient à leur disposition, qu'ils ont amélioré, qu'ils ont un peu rebrandé, mais sinon c'est la même chose. Mhm. Donc c'est un vrai Visual Studio. Il y a des fonctionnalités parfois mieux en fait que dans Visual Studio, parfois moins bien. Typiquement pour les développeurs qui utilisent ReSharper, vous n'avez pas ReSharper sur Visual Studio for Mac. C'est quand Ouais, même c'est ça. un peu dommage.
Mais globalement, c'est un outil de développement que vous pouvez complètement utiliser les yeux fermés. Sur Mac, de toute façon, avec votre Mac, c'est ce qu'il faut utiliser, parce que sinon vous pouvez faire votre code depuis votre PC et votre Visual Studio et être en liaison avec votre Mac. Et donc ça c'est une possibilité, mais ça a tendance des fois à être des fois il perd la connexion, des fois ça rame un petit peu. Le designer a peut-être tendance aussi à s'en mêler les pinceaux genre de temps en temps. Donc si vous devez faire du Xamarin iOS, Forms ou pas, il est quand même recommandé en fait de travailler directement sur le Mac. Ah oui. Donc, il y a Après, quand même c'est- des intérêts sur ça, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Après, enfin, c'est plus ma recommandation. C'est pas une obligation, hein. Vous pouvez très bien le faire en ayant ce que je disais, hein, le Mac dans un tiroir et puis vous Mhm. connecter dessus en remote. C'est une possibilité. Maintenant, c'est quand même plus pratique à l'usage, en fait. Ok, bah, je pense qu'on a. Je sais pas si Richard, Christophe, est-ce que vous aviez d'autres questions, d'autres remarques? Moi, tout ça me laisse perplexe parfois. On voit on a l'approche de Xamarin qui est intéressante. Par rapport au XAML, bon, il n'y a toujours pas de fusion, on n'en parle pas du tout, ou c'est pas du tout dans les cartons. Mais ceci dit, tu nous parles tout à l'heure que dans Xamarin, il y a le style CSS. Du coup, c'est intéressant. Xamarin, on va targeter ce qui va être mobile. Maintenant, je me pose encore cette question-là. S'il y a du CSS, pourquoi pas, au lieu de, on vire le XAML et on met du HTML, et puis finalement, on va arriver sur des progressives web app. Et là, tout le monde s'est laissé aller. Donc, je me pose des questions sur où tout ça va converger, puisqu'il faudra bien que ça converge un jour. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Je suis curieux du Progressive Web App et de l'approche Xamarin qui va gagner dans l'histoire. Sachant que moi, si je fais une Progressive Web App, si un gagnant, je fais une Progressive Web App, je target même. Non, peut-être pas un Amiga, mais même des systèmes que personne n'entendrait parler, quoi, avec un bon navigateur. Ouais. Après, je vais juste compléter en disant que un des axes sur lesquels travaillent les équipes de Xamarin aussi, c'est de pouvoir déployer aussi sur sur de plus en plus pas de technologies, mais de devices différents. Donc, par exemple, à l'heure actuelle, vous pouvez aussi cibler du Tizen, si vous voulez. Vous pouvez faire du Xamarin Forms sur Tizen. Qui est pas Et du il y avait OSTV. les montres aussi. Pardon? Il y a aussi OSTV. Ouais, donc il y a de plus en Ouais, c'est ça. il y a de plus en plus de form factors, de devices différents qui viennent se greffer à la liste des supports, des devices supportés par Xamarin. Du coup, on est plus sur le mobile en fait. On est vraiment sur le développement d'applications cross-platform au sens large. D'accord, ça évolue, en Ouais. effet. Ça c'est avant on était clairement orienté très mobile, hein, c'était le téléphone, le téléphone, le téléphone. Maintenant on passe sur quelque chose de plus en plus ouvert. Vous avez si vous voulez faire sur les télé Android par exemple, vous pouvez le faire. C'est possible. On n'est pas du tout sur un truc mobile, mais techniquement c'est possible. Et des trucs plus basiques de développer des applications, mais graphiques pour Mac ou pour Linux, ça se fait déjà avec Xamarin? Alors Xamarin Forms pour Mac et sortira aussi, je crois, avec Xamarin Forms 3.0. Donc là, on sera même sur de l'application de bureau en fait. C'est ça. Oui, parce que pour le moment, on ne sait pas le faire. Ou peut-être en Xamarin natif? En Xamarin natif, tu peux cibler, tu peux créer des applications Mac. Pour Mac, ouais. Ça c'est possible. Et là, du coup, avec Xamarin Forms, tu pourras aussi le faire. Et tu peux même aller plus loin. Il y a quelqu'un de la communauté qui s'est amusé en fait à faire tout son site web en Xamarin Forms. Donc il a fait un espèce de renderer Xamarin Forms vers HTML. Ah ouais. Ça a creusé aussi, ça pourrait être pas mal. Et je crois qu'il a même été plus loin, ça pourrait intéresser Richard. Mais je crois Oui, il a même fait pour du WebAssembly, c'est ça? Ouais, absolument. Ouais, d'accord. Donc Richard vous en parlera la prochaine fois, mais donc on a c'est aussi le côté open source qui fait qu'on a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la techno, aux produits, qui n'hésitent pas à contribuer. Alors après, peut-être que ça servira jamais à rien, hein. Xamarin Forms vers HTML, peut-être que personne l'utilisera, et peut-être qu'il y a 3 personnes dans le monde qui vont l'utiliser, mais qui seront contents de pouvoir l'utiliser parce que ça répondra à leurs besoins en fait. On n'est plus sur du mobile, on est vraiment sur du développement d'applications au sens large.
Ok, bah c'est bien. Enfin, en tout cas, effectivement, je pense qu'on voit que Xamarin, de manière générale, et peut-être Xamarin Forms en particulier, en tout cas, ça a l'air de bien avancer. Bien, le futur a l'air prometteur, je pense, pour ce genre de technologie. Je pense que déjà, tu nous as très bien expliqué l'état d'avancement, là où on en est au niveau de Xamarin Forms. Je ne sais pas si tu avais d'autres, Thomas, si tu avais d'autres infos à nous fournir. Non, pour moi c'était Ça va bon, c'était un petit tour d'horizon. Après, bah voilà, si les gens ont des questions plus, C'est ce que j'allais te dire. Comment te contacter? bah, ils peuvent me contacter via mon Twitter en fait, c'est pas un souci. Ouais. Donc, Thomas, souligné, donc le underscore, Lebrun. Ok. Parfait, bien merci. Un grand merci en tout cas pour ta présence aujourd'hui, pour cette présentation Xamarin Forms, toujours très intéressante. Hein. Je pense que beaucoup de nos auditeurs vont pouvoir maintenant créer des applications multiplateformes dans les prochains jours, si ce n'est pas déjà le cas en tout cas. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous suivre en podcast audio, également en podcast vidéo ou bien directement sur YouTube. Et n'hésitez pas, envoyez-nous un petit message dans les commentaires de l'émission ou simplement un petit tweet. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous permet de nous soutenir. Je voudrais juste faire 2 petits coucous. Le premier, enfin 2 Canadiens en tout cas. Le premier, c'est Guy Barrett et Franck Boucher, que Richard et moi, on a eu l'occasion de rencontrer au dernier MVP Summit. Et donc, notamment avec Guy Barrett, j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir faire un petit podcast ensemble avec Visual Studio Talk Show. Et Franck Boucher, n'hésitez pas, il a également des petites capsules sur le cloud qui sont dans YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle est très sympa sur d'autres types de techno et toujours assez courte aussi, donc ça peut être pas mal aussi. Voilà, messieurs, je vous remercie en tout cas. À bientôt tout le monde. Merci, et merci à vous pour l'invitation et Merci bien. je compte sur les auditeurs en fait pour avoir 200 000 vues cette fois-ci. Voilà, c'est ça. On va quadrupler, tripler, dédoubler le nombre de vues. C'est parfait. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut. Au revoir.